y a des artistes dont le nom ne se résume pas à une carrière. Il y a des voix qui, avec le temps, deviennent plus qu'un simple souvenir musical. Elles deviennent une partie de la mémoire collective. Enrico Macias appartient à cette catégorie rare. Pour plusieurs générations, il n'est pas seulement l'interprète d'Adieu mon pays, de Les filles de mon pays ou de l'Oriental. Il est l'homme d'un déracinement, d'une fidélité, d'une blessure jamais vraiment refermée, mais aussi d'une immense capacité à transformer la douleur en chant. Lorsque le public entend aujourd'hui une formule comme « Triste nouvelle concernant Enrico Macias », son fils l'a confirmé en larmes. L'émotion surgit immédiatement. Non seulement parce que le chanteur est âgé, mais parce que son histoire personnelle a toujours été liée à la famille, à l'absence, à la transmission et au poids du temps. Pourtant, avant de céder à l'emballement, il faut revenir à l'essentiel. Qui est vraiment Enrico Macias ? Pourquoi chaque nouvelle autour de lui touche-t-elle autant le public ? Pourquoi son fils, ses enfants, ses proches et sa mémoire familiale occupent-ils une place si forte dans l'imaginaire de ceux qui l'aiment ? Pour comprendre l'émotion qui entoure aujourd'hui son nom, il faut retourner à Constantine, en Algérie, le 11 décembre 1938. C'est là que naît Gaston Grenacia, celui qui deviendra plus tard Enrico Macias. Il grandit dans une famille juive d'Algérie profondément liée à la musique. Son père, Sylvain Grenacia, est violoniste. La musique n'est donc pas, pour le jeune Gaston, un simple divertissement. Elle fait partie de la maison, de l'air qu'il respire, des conversations, des fêtes, des douleurs et des silences. Universal Music rappelle que Gaston Grenacia est né à Constantine et que son parcours artistique a symbolisé au fil des décennies une mémoire méditerranéenne et fraternelle. Dans cette enfance constantinoise, tout semble déjà annoncer le destin d'un chanteur qui portera toute sa vie deux mondes en lui. Constantine n'est pas seulement une ville natale, c'est une matrice. C'est la ville des sons orientaux, des ruelles, des familles qui se connaissent, des communautés qui se croisent, des traditions qui se transmettent. Le jeune Gaston grandit dans cet univers où la musique arabo-andalouse, le malouf, les chants populaires et les rythmes méditerranéens forment une langue intime. Avant même d'écrire sa propre histoire, il hérite d'une mémoire. Cette mémoire, il ne la recevra pas de manière abstraite. Il la reçoit par son père, par son entourage, par les musiciens qu'il observe, par les instruments qu'il entend, par les mélodies qui accompagnent les jours ordinaires. Il apprend la guitare, mais surtout, il apprend à écouter. Et chez Enrico Macias, l'écoute est fondamentale. Toute sa carrière donnera l'impression d'un homme qui chante non seulement ce qu'il vit, mais aussi ce qu'il a entendu des autres, les regrets des exilés, les espoirs des familles, la nostalgie des anciens, la pudeur des pères, les larmes des mères. Dans les années de jeunesse de Gaston Grenacia, une figure occupe une place capitale. Cher Raymond Léris, grand maître du malouf constantinois. Enrico Macias le côtoie musicalement mais aussi familialement, puisqu'il épousera plus tard sa fille, Suzy Léris. Ce lien entre la musique, l'amour et la famille est essentiel. Chez lui, rien n'est vraiment séparé. L'artiste, le mari, le père, le fils et l'exilé sont toujours mêlés. C'est probablement pour cela que son public a souvent l'impression de ne pas écouter seulement un chanteur, mais un homme qui ouvre son album de famille. Avant la célébrité pourtant, il y a un jeune homme discret, travailleur, formé dans un monde où l'on ne devient pas vedette du jour au lendemain. Gaston Grenacia exerce d'abord comme instituteur. Ce détail est important car il révèle une facette souvent oubliée de sa personnalité, celle d'un homme de transmission. Avant de transmettre des chansons à des millions de personnes, il transmet des connaissances à des enfants. Avant d'être applaudi sur scène, il connaît la discipline, la responsabilité, la proximité avec les familles, la patience du quotidien. Mais l'histoire va brutalement entrer dans sa vie. La guerre d'Algérie bouleverse les équilibres, les appartenances, les destins. Pour Enrico Macias, comme pour beaucoup de familles de cette époque, le départ d'Algérie ne sera pas seulement un changement de lieu, ce sera une fracture intime. Le Parisien rappelle qu'en 1961, sa famille fuit l'Algérie et s'installe à Argenteuil avant qu'il ne devienne, en 1962, l'une des grandes voix de l'exil avec Adieu mon pays. Ce départ est l'un des grands tournants de sa vie. Il quitte une terre, mais il ne quitte jamais complètement son souvenir. C'est là que naît la douleur fondatrice d'Enrico Macias. Être parti, continuer à aimer ce qu'il a perdu et transformer cette perte en musique. Beaucoup de chanteurs parlent d'amour. Lui chante l'amour, bien sûr, mais aussi le pays absent, la ville disparue, les visages qu'on ne reverra plus, les rues qui restent dans la mémoire alors que les pieds ne peuvent plus les fouler. Adieu mon pays n'est pas seulement une chanson, c'est un cri contenu. C'est une phrase que des milliers de personnes auraient voulu pouvoir prononcer avec la même simplicité. Enrico Macias devient alors le porte-voix d'une blessure collective. Mais ce qui frappe, c'est qu'il ne transforme pas cette blessure en haine. Au contraire, toute son œuvre cherchera souvent à parler de paix, de fraternité, de réconciliation.
Cette posture, parfois critiquée, parfois admirée, deviendra l'une des marques profondes de son identité publique. Le jeune artiste adopte alors un nom qui deviendra célèbre, Enrico Macias. Derrière ce nom de scène se cache toujours Gaston Grenacia, l'enfant de Constantine. Ce changement de nom n'efface pas les origines, il les transporte autrement. Enrico devient un personnage public, mais Gaston demeure l'homme intérieur. Cette dualité explique beaucoup de choses. Sur scène, il peut être lumineux, souriant, généreux. Dans ses confidences, il laisse souvent apparaître une mélancolie plus profonde. Sa carrière démarre dans les années 1960, à une époque où la chanson française est un univers très riche, très concurrentiel, très exigeant. Pour s'imposer, il ne suffit pas d'avoir une belle voix. Il faut une signature. Enrico Macias a cette signature immédiatement reconnaissable. Une chaleur vocale, une couleur orientale, une sincérité populaire, un mélange de fête et de nostalgie. Il apporte dans la variété française une lumière venue de Méditerranée. Sa guitare, ses intonations, son accent musical, son répertoire, tout cela crée une identité singulière. Mais derrière le succès, il y a un prix. Le public voit les plateaux de télévision, les concerts, les sourires, les refrains connus. Il voit moins les nuits de solitude, les souvenirs douloureux, la difficulté d'être toujours l'homme qui console les autres alors qu'il porte lui-même ses blessures. Enrico Macias a souvent incarné la joie, mais cette joie n'a jamais été superficielle. Elle ressemble plutôt à une décision. Choisir de chanter malgré la peine, choisir de tendre la main malgré les ruptures, choisir de rester debout malgré les années. La famille occupe dans cette histoire une place centrale. Enrico Macias épouse Suzy Léris, la fille de Cheikh Raymond. Leur couple devient l'un des piliers de sa vie. Ils auront 2 enfants. Cette dimension familiale est indispensable pour comprendre pourquoi, aujourd'hui encore, toute évocation de son fils ou de ses proches provoque autant d'attention. Chez Enrico Macias, la famille n'est pas un décor privé placé à côté de la carrière. Elle est au cœur de son récit. Son fils, Jean-Claude Grenacia, musicien lui aussi, a souvent été associé à l'univers artistique de son père. Dans une interview relayée par le site consacré à Enrico Macias, Jean-Claude évoquait son admiration pour son père et expliquait que l'image d'un père célèbre n'avait pas été un poids pour lui. Cette relation père-fils intéresse le public parce qu'elle incarne une transmission rare, celle d'un héritage musical mais aussi d'une mémoire familiale. Être le fils d'Enrico Macias, ce n'est pas seulement porter un nom célèbre, c'est vivre à l'ombre d'une histoire faite d'exil, de succès, de fidélité et de deuil. Car le deuil traverse aussi la vie d'Enrico Macias. La perte de son épouse Suzy a profondément marqué son existence. Le public sait que, derrière le chanteur souriant, il y a un veuf qui a connu l'absence de la femme aimée. Cette blessure renforce encore l'image d'un homme fidèle aux siens, fidèle à ses morts, fidèle à ce qu'il a aimé. Dans le monde des célébrités, où tout semble parfois remplaçable, cette fidélité touche particulièrement. C'est pourquoi les nouvelles concernant Enrico Macias ont souvent une résonance émotionnelle très forte. Quand il parle de son âge, de sa santé, de l'avenir ou de la fin de vie, le public écoute autrement. En mars 2026, Femme Actuelle a rapporté ses propos sur la maison de retraite et sa volonté de ne pas être envoyé en établissement s'il perdait son autonomie, avant de nuancer son regard en lien avec son rôle dans la série Maison de retraite. Ses confidences montrent un homme lucide, capable d'aborder des sujets difficiles sans perdre son humour ni sa dignité. Cette lucidité est peut-être l'un des traits les plus forts de sa personnalité actuelle. Enrico Macias n'est plus seulement l'artiste des grandes tournées et des refrains populaires. Il est devenu une figure patrimoniale, un homme que le public regarde vieillir avec affection. Et ce vieillissement public est toujours délicat. Chaque apparition, chaque parole, chaque émotion peut être interprétée, amplifiée, parfois déformée. Les réseaux sociaux et certaines vidéos sensationnalistes transforment vite une confidence en drame, une inquiétude en annonce, une larme en confirmation. C'est précisément là qu'un regard journalistique doit rester prudent. Le titre évoque une triste nouvelle et un fils en larmes. Mais à ce stade, ce qui est vérifiable, c'est surtout l'immense sensibilité du public autour d'Enrico Macias, son âge avancé, ses confidences sur la vieillesse, son attachement à ses enfants et l'émotion que suscite son parcours. Il ne faut pas confondre l'émotion avec la preuve, ni la rumeur avec l'information confirmée. Pour autant, il serait faux de dire que cette émotion sort de nulle part. Si Enrico Macias touche autant, c'est parce que sa vie entière ressemble à un roman de fidélité. Fidélité à Constantine, fidélité à Suzy, fidélité à la musique, fidélité à la paix, fidélité à un public qui l'a accompagné pendant plus de 60 ans. Dans un monde où les carrières se consomment vite, où les célébrités apparaissent et disparaissent au rythme des tendances, Enrico Macias représente une autre époque, celle des artistes que l'on suit comme des membres de la famille.
Son visage, sa voix, son accent musical, ses chansons ont accompagné des mariages, des départs, des fêtes familiales, des dimanches nostalgiques, des émissions de télévision regardées en famille. Pour beaucoup, Enrico Macias n'est pas un chanteur lointain, il appartient à l'intimité. C'est cette proximité qui rend chaque nouvelle plus sensible. Lorsque son nom apparaît dans un titre alarmant, les gens ne pensent pas seulement à une star. Ils pensent à un homme qu'ils ont l'impression de connaître depuis toujours. Doit donc être celui de l'homme avant le choc, de l'artiste avant la rumeur, du père avant la supposée confirmation. Enrico Macias est d'abord un enfant de Constantine, devenu symbole de l'exil. Il est un musicien nourri par le malouf et la chanson française. Il est un mari marqué par l'amour et la perte. Il est un père dont le nom se transmet avec pudeur. Il est un vieil artiste qui continue d'être regardé avec tendresse parce qu'il a su rester humain. Et c'est peut-être là le cœur du mystère, Enrico Macias. Il n'a jamais donné l'impression de se cacher derrière la célébrité. Même dans les moments de gloire, il a conservé quelque chose de familial, de direct, de populaire. Sa voix ne cherchait pas seulement à impressionner, elle cherchait à rejoindre. Elle allait vers les gens comme on tend une main. Elle disait « J'ai souffert, moi aussi. J'ai quitté un pays, moi aussi. J'ai perdu des êtres chers, moi aussi. Mais je chante encore. » Aujourd'hui, alors que les années pèsent et que les nouvelles autour de lui sont parfois enveloppées de titres dramatiques, il faut se souvenir de cette trajectoire. Avant de parler de tristesse, il faut parler de vie. Avant de parler de larmes, il faut parler de transmission. Avant de parler de son fils, il faut comprendre ce que signifie être l'enfant d'un homme qui a porté dans sa voix l'exil de milliers d'autres. Enrico Macias n'est pas seulement un chanteur âgé dont on guette les nouvelles. Il est un témoin d'une Algérie perdue, d'une France qu'il a accueillie, d'une Méditerranée intérieure, d'un amour conjugal durable, d'une famille exposée à la lumière, d'une carrière traversée par les épreuves. Et si son nom provoque encore aujourd'hui autant de réactions, c'est parce que son histoire n'est pas terminée dans le cœur du public. L'enfant Gaston, la ville de Constantine, le père musicien, la guitare, l'exil, Suzy, les enfants, la scène, la mémoire. C'est seulement en comprenant cette fondation que l'on pourra aborder, dans la suite, la manière dont les rumeurs, les confidences familiales et les inquiétudes autour de son âge viennent aujourd'hui réactiver une émotion collective. Car, avec Enrico Macias, chaque nouvelle semble toucher à quelque chose de plus profond qu'une simple actualité people. Elle touche à la peur de perdre une voix qui a accompagné toute une vie. Après avoir compris l'enfant de Constantine, le jeune homme déraciné, le mari fidèle et le père attaché à la transmission, il faut maintenant regarder Enrico Macias sous une autre lumière, celle de la gloire. Car la célébrité chez lui n'est jamais arrivée comme une simple récompense. Elle est venue après une cassure, après un départ, après une perte de repères. Elle est née dans le sillage d'un exil. C'est peut-être pour cela que sa réussite n'a jamais eu le goût d'un triomphe ordinaire. Derrière les applaudissements, il y avait toujours une nostalgie. Derrière les sourires, une mémoire douloureuse. Derrière les chansons populaires, une blessure intime que le public a rapidement reconnue comme la sienne. Lorsqu'Enrico Macias arrive en France au début des années 1960, il n'est pas encore l'artiste mythique que l'on connaît. Il est un homme qui a quitté son pays natal, qui porte en lui les images de Constantine, les voix de son enfance, les douleurs de sa communauté, les incertitudes de l'avenir. À ce moment-là, la France n'est pas seulement une terre d'accueil. Elle est aussi un territoire à conquérir, un lieu où il faut recommencer, se reconstruire, prouver sa valeur, trouver une place. Et pour un artiste venu avec une musique chargée d'Orient, d'Algérie, de Méditerranée et de mémoire juive, rien n'était évident. Pourtant, très vite, quelque chose se produit. Enrico Macias ne chante pas comme les autres. Sa voix a une chaleur immédiatement reconnaissable. Elle semble à la fois joyeuse et triste, festive et mélancolique, populaire et profondément intime. Il ne cherche pas à masquer ses origines. Il les transforme en force. Son style devient sa signature. Dans un paysage musical français déjà riche en grandes voix, il impose une couleur différente. Il apporte un soleil blessé, une guitare qui raconte l'exil, des refrains qui rassemblent les familles, les anciens, les jeunes, les nostalgiques et les rêveurs. Le succès d'Adieu mon pays marque un tournant décisif. Cette chanson n'est pas seulement un titre de début de carrière. Elle devient presque un acte de naissance artistique. En quelques minutes, Enrico Macias dit ce que beaucoup n'arrivaient pas à formuler. La douleur de partir, l'amour d'une terre qu'on ne peut plus habiter, la sensation d'avoir laissé derrière soi une partie de son âme. Le public comprend immédiatement. Les pièces noires, les familles juives d'Algérie, les exilés de toutes origines, mais aussi ceux qui n'ont jamais quitté leur pays ressentent cette émotion, car l'exil, dans sa chanson, dépasse la géographie. Il devient une expérience humaine universelle. Perdre un lieu, perdre un temps, perdre une innocence.
À partir de là, Enrico Macias devient plus qu'un chanteur à succès. Il devient un symbole. Et être un symbole est à la fois une chance et un fardeau. Une chance parce que le public vous porte avec une fidélité rare. Un fardeau parce que chaque parole, chaque silence, chaque choix peut être interprété à travers une mémoire collective. Enrico Macias ne pouvait plus être seulement Gaston Grenacia, l'homme privé. Il était devenu la voix de ceux qui avaient perdu un pays, la voix d'une Méditerranée déchirée, la voix d'un espoir de paix dans un monde marqué par les divisions. Sa carrière s'étend ensuite sur des décennies. Les scènes se succèdent, les émissions de télévision l'accueillent, les disques circulent, les tournées le conduisent auprès d'un public toujours plus large. Enrico Macias chante la fête, l'amour, la fraternité, la famille, la paix. Il chante pour ceux qui veulent se souvenir, mais aussi pour ceux qui veulent danser. Cette double dimension est essentielle. Il sait émouvoir sans plonger le public dans le désespoir. Il sait parler de blessures tout en offrant de la lumière. C'est une alchimie rare. Mais plus la gloire grandit, plus le prix humain devient lourd. Un artiste populaire appartient en partie au public. Ses joies sont commentées, ses douleurs deviennent des sujets, ses décisions sont scrutées. Enrico Macias, malgré son image chaleureuse, n'a pas échappé à cette réalité. Au fil des années, il a connu les honneurs, mais aussi les polémiques, les critiques, les incompréhensions. Son engagement constant en faveur de la paix, son rapport complexe à l'Algérie, ses positions publiques, son histoire personnelle ont parfois suscité des réactions contrastées. Pour certains, il est l'homme de la fraternité. Pour d'autres, il représente une mémoire douloureuse et politiquement sensible. Cette tension a accompagné une grande partie de sa vie publique. Enrico Macias a souvent exprimé son désir de retourner chanter en Algérie, de renouer symboliquement avec sa terre natale, mais ce retour est resté compliqué, chargé d'obstacles, de blessures historiques et de débats. Pour lui, l'Algérie n'est pas une abstraction. C'est le pays de l'enfance, de la musique, de son père, de Suzy, de Cheikh Raymond, de Constantine. Ne pas pouvoir y revenir librement ou ne pas y être accueilli comme il l'aurait espéré constitue une blessure supplémentaire. Une blessure silencieuse mais profonde. C'est là que l'on comprend mieux la nature de sa tristesse. Enrico Macias n'est pas seulement un homme qui a réussi malgré l'exil. Il est aussi un homme qui n'a jamais complètement cessé d'attendre une forme de réconciliation. Dans ses chansons, dans ses interviews ou dans son attitude publique, il a souvent donné l'impression de tendre la main. Mais tendre la main ne signifie pas toujours que l'autre la saisit. Cette attente, parfois déçue, a donné à son parcours une dimension presque tragique. Au-delà de l'histoire collective, il y a aussi l'histoire personnelle. La perte de son épouse Suzy demeure l'un des chocs les plus marquants de sa vie. Leur relation n'était pas un simple épisode sentimental dans la biographie d'un chanteur célèbre. Elle était liée à ses racines, à sa musique, à son identité. Suzy était la fille de Cheikh Raymond, cette figure majeure de la musique constantinoise qui avait tant compté dans la formation artistique d'Enrico Macias. À travers elle, c'était une partie de Constantine qui continuait de vivre à ses côtés. Perdre Suzy, c'était donc perdre une épouse, mais aussi perdre une présence qui reliait le passé au présent. Le deuil a transformé l'homme. Il ne l'a pas retiré de la scène, mais il a rendu sa voix encore plus chargée. Chez certains artistes, l'âge affaiblit le lien avec le public. Chez Enrico Macias, il l'a rendu plus intime. Plus les années passent, plus chaque apparition semble précieuse. Le public ne le regarde plus seulement comme une vedette. Il le regarde comme un survivant de son propre siècle, comme un homme qui a traversé l'exil, la gloire, la perte, les controverses, les douleurs familiales et le poids du temps. C'est précisément dans ce contexte que les rumeurs deviennent dangereuses. Lorsqu'un artiste est aussi aimé, lorsqu'il est âgé, lorsqu'il a déjà parlé de la vieillesse, de la solitude ou de la fin de vie, le moindre titre alarmant peut créer une onde de choc. Une phrase comme « son fils l'a confirmé en larmes » suffit à provoquer l'inquiétude. Beaucoup de spectateurs cliquent, non par curiosité malsaine, mais parce qu'ils ont peur. Peur que la voix de leur enfance s'éteigne, peur d'apprendre une mauvaise nouvelle, peur de perdre un repère affectif. Mais le rôle du journaliste n'est pas d'exploiter cette peur, il est de la comprendre, de la contextualiser et de la traiter avec responsabilité. Dans l'univers YouTube, où les titres doivent attirer l'attention, la frontière entre émotion et sensationnalisme peut devenir très fine. Un titre dramatique peut ouvrir une vidéo, mais le contenu doit ensuite respecter une règle fondamentale. Ne pas inventer une tragédie. Ne pas transformer une inquiétude en certitude. Ne pas faire pleurer le public avec une information non confirmée. C'est d'autant plus important lorsqu'il s'agit d'un artiste vivant, d'une famille réelle et d'un fils qui peut lui aussi être touché par ce que l'on raconte. Dans le cas d'Enrico Macias, la prudence est donc indispensable. Ce qui peut être raconté, en revanche, c'est le climat émotionnel autour de lui. On peut parler de son âge, de ses confidences sur l'avenir, de son attachement à ses enfants, de la peur du public de le voir disparaître peu à peu de la scène médiatique. On peut analyser pourquoi chaque nouvelle devient immédiatement sensible.
On peut expliquer comment sa trajectoire personnelle rend le public particulièrement réceptif aux récits de tristesse. Mais il faut éviter de présenter comme un fait une scène familiale qui ne serait pas clairement confirmée par une source fiable. Son fils dans cette histoire symbolise la transmission. Jean-Claude Grenassia n'est pas seulement le fils d'un chanteur célèbre, il représente la continuité d'une famille marquée par la musique. Lorsque le public imagine un fils parlant de son père avec émotion, il projette immédiatement une scène universelle, celle d'un enfant face au vieillissement d'un parent. Cette image touche parce qu'elle dépasse Enrico Macias. Elle parle à toutes les familles, elle parle aux enfants qui voient leurs parents vieillir, elle parle aux parents qui craignent de devenir une charge, elle parle aux générations qui ont grandi avec une voix et qui comprennent que cette voix appartient désormais au temps qui passe. C'est pourquoi la figure du fils est si puissante dans ce type de récit. Elle ajoute de l'intime à la célébrité, elle fait descendre l'artiste de la scène pour le ramener dans le salon familial. Elle rappelle que derrière les disques d'or, les émissions, les concerts et les interviews, il y a un père, un grand-père, un homme entouré de proches. Le public oublie parfois que les célébrités ont aussi des enfants qui souffrent, qui protègent, qui s'inquiètent, qui gardent le silence ou qui parlent avec pudeur. Dans une époque où tout est commenté, cette pudeur devient rare. Enrico Macias, lui, a toujours gardé un lien fort avec cette dimension familiale. Même lorsqu'il chantait devant des milliers de personnes, il semblait porter avec lui les visages de ceux qu'il avait construits. Son père, Suzy, Cheikh Raymond, Constantine, ses enfants, son public. Tous ces éléments formaient une seule et même constellation. Sa carrière n'a jamais été une fuite hors de la famille. Elle a souvent été une manière de prolonger la famille, de faire vivre les absents, de transmettre un héritage. Cependant, la gloire ne protège pas de la fragilité. Au contraire, elle l'expose. Vieillir sous les yeux du public est une épreuve particulière. Chaque modification de la voix, chaque geste plus lent, chaque apparition plus rare peut devenir sujet de commentaires. Certains spectateurs le font avec tendresse, d'autres, malheureusement, avec brutalité. Les réseaux sociaux amplifient les inquiétudes, les vidéos multiplient les formules dramatiques, les titres parlent de dernières minutes, de larmes, de tristes nouvelles, parfois sans apporter d'éléments concrets. Dans cet environnement, l'artiste devient malgré lui le centre d'un récit qui peut lui échapper. Pourtant, Enrico Macias a toujours montré une force remarquable. Cette force ne consiste pas à nier la tristesse, elle consiste à continuer malgré elle. Il a chanté après l'exil, il a chanté après les deuils, il a chanté malgré les controverses, il a chanté malgré le temps. Cette persévérance explique pourquoi il reste aimé. Le public respecte les artistes qui durent, mais il aime encore davantage ceux qui durent sans perdre leur humanité. Et c'est peut-être là que se trouve la vraie, triste nouvelle. Non pas forcément dans un événement précis annoncé par un proche, mais dans une réalité plus profonde, celle du temps qui passe. Enrico Macias appartient à une génération d'artistes qui a accompagné le XXe siècle et qui voit désormais le XXIe siècle avancer sans attendre. Le public sait que ces voix ne seront pas éternelles. Il le sait, mais il n'est jamais prêt. Chaque article, chaque vidéo, chaque rumeur vient réveiller cette peur collective. La peur de voir disparaître les derniers grands témoins d'une époque. Dans ce sens, parler d'Enrico Macias aujourd'hui, c'est parler de mémoire. C'est parler d'un artiste qui a porté dans sa voix une histoire trop grande pour lui seul. C'est parler d'un homme devenu symbole malgré lui. C'est parler d'un père dont le fils représente la continuité affective. C'est parler d'un public qui s'inquiète parce qu'il aime. Et c'est parler d'un monde médiatique où l'émotion doit être maniée avec précaution. La gloire d'Enrico Macias n'a jamais effacé ses blessures. Elle les a rendues visibles, parfois plus supportables, parfois plus lourdes. Ces chansons ont offert au public une manière de transformer la nostalgie en fête, l'absence en mélodie, la douleur en fraternité. Mais l'homme, lui, a dû continuer à vivre avec ce que la chanson ne guérit jamais complètement. Le pays perdu, l'épouse disparue, les années qui avancent, les amis qui s'en vont, la scène qui change, les nouvelles générations qui découvrent son nom autrement. Tout cela compose le portrait d'un artiste au crépuscule d'une vie immense. Ainsi, avant d'entrer dans le dernier chapitre, il faut retenir ceci. La trajectoire d'Enrico Macias n'est pas seulement celle d'un chanteur populaire. C'est celle d'un homme qui a transformé ses blessures en pont. Un pont entre l'Algérie et la France. Un pont entre les générations, un pont entre les familles exilées et celles qui ne connaissaient pas cette douleur. Un pont entre la joie et la mélancolie. Et lorsque des titres alarmants surgissent autour de lui, il touche justement parce que ce pont est fragile. Le public sent qu'il ne s'agit pas simplement d'une célébrité vieillissante, mais d'une partie de sa propre mémoire. Comment parler d'une triste nouvelle sans trahir la vérité ? Comment évoquer l'émotion d'un fils, l'inquiétude d'une famille et la peur du public sans tomber dans l'exagération ? Et surtout, que nous révèle cette réaction collective sur la place qu'Enrico Macias occupe encore dans le cœur des gens ?
Après avoir retracé l'enfance de Gaston Grenassia à Constantine, son exil, ses débuts en France, puis le poids immense de la gloire, une évidence s'impose. Enrico Macias n'est pas seulement un chanteur populaire, il est une mémoire vivante. Son parcours dépasse la chanson. Il raconte le déracinement, la fidélité, la famille, la douleur et cette volonté, presque obstinée, de continuer à chanter malgré les blessures. C'est pour cela que chaque nouvelle le concernant provoque une émotion particulière. Lorsque son nom apparaît dans un titre dramatique, le public ne réagit pas comme devant une simple information people. Il réagit avec l'inquiétude que l'on ressent pour un proche. Enrico Macias a accompagné des générations entières. Sa voix a traversé les mariages, les fêtes, les départs, les souvenirs d'exil et les soirées familiales. Pour beaucoup, il appartient à l'histoire intime de leur foyer. Mais cette affection impose aussi une responsabilité. Dans une époque où les rumeurs circulent vite, où les titres peuvent transformer une inquiétude en choc, il est essentiel de distinguer l'émotion de la vérité. Parler d'Enrico Macias, de son âge, de sa famille ou de son fils ne doit jamais devenir un prétexte pour inventer une tragédie. Le respect dû à l'artiste passe par la prudence, la nuance et la dignité. La véritable force de son histoire se trouve justement là, dans ce mélange de lumière et de mélancolie. Enrico Macias a connu l'exil, la perte, le deuil, les controverses et le temps qui passe. Pourtant, il a toujours choisi de transmettre autre chose que l'amertume. Ses chansons parlent souvent de pays perdus, mais elles tendent aussi la main. Elles portent la nostalgie, mais elles cherchent la paix. Elles rappellent la douleur, mais elles refusent de s'y enfermer. Son fils, sa famille et ses proches représentent aujourd'hui cette continuité humaine. Derrière l'icône, il y a un père. Derrière la voix célèbre, il y a un homme qui vieillit, entouré de ceux qu'il aime. C'est peut-être cette image qui touche le plus le public. Non pas seulement celle d'un artiste sur scène, mais celle d'un homme face au temps, à la mémoire et à l'amour des siens. Enrico Macias nous rappelle ainsi que les grandes célébrités ne sont pas immortelles, même lorsqu'elles semblent appartenir à l'éternité. Elles vieillissent avec nous, elles deviennent des repères, puis des souvenirs vivants. Et lorsque leur nom réapparaît dans l'actualité, c'est une partie de notre propre passé qui revient avec eux. Au fond, la triste nouvelle, la plus universelle, n'est peut-être pas un événement soudain, mais la conscience que le temps avance pour tout le monde. Les artistes qui ont bercé nos vies ne resteront pas toujours sur scène. Mais tant que leurs chansons continuent d'être écoutées, tant que leurs histoires sont racontées avec respect, quelque chose d'eux demeure. C'est pourquoi il faut parler d'Enrico Macias avec émotion, mais aussi avec gratitude. Gratitude pour les chansons, gratitude pour la fidélité, gratitude pour cette voix qui a transformé l'exil en mémoire, la douleur en partage et la nostalgie en espérance. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous pensez qu'il est important de préserver la mémoire des grands artistes qui ont marqué nos vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses consacrées aux célébrités, à leur parcours, à leurs blessures cachées et aux vérités humaines qui se trouvent derrière la lumière des projecteurs. Votre soutien nous aide à continuer ce travail avec respect, profondeur et passion.